Bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Donc, mon nom est Sophie Brière. Je suis la chercheure principale sur ce projet de recherche-là, qui est en fait une action concertée financée par un bailleur de fonds du Québec, donc le FRQSC, qui est un fonds de recherche. On termine cette recherche-là. On a fait le lancement hier du rapport, on a fait un lancement officiel du rapport de recherche qui comprend l'ensemble de l'étude pour l'ensemble des professions. Donc, si vous allez sur le site du FRQSC, vous allez avoir toute la présentation et le rapport. Étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, pour ceux qui veulent en savoir davantage, là, tout se retrouve là. Donc, c'est vraiment un projet de recherche qu'on a commencé il y a trois ans. Et puis, vous allez voir qu'il regroupait beaucoup de chercheurs. On était 8 professeurs de l'Université Laval. Et le contexte de la recherche, c'était vraiment sur la problématique pour laquelle là, on constate qu'il y a beaucoup de femmes dans des universités. Il y a de plus en plus de femmes sur le marché du travail, mais quand on allait vraiment dans les organisations comme telles, on constatait encore des écarts. Donc, vous avez quelques exemples en droit et en médecine où on nous dit, bien, c'est réglé, il y a plein de femmes, 65 70 même des étudiantes sont dans les facultés de droit et médecine, mais quand on arrive sur le marché du travail, il y a des écarts importants au niveau de la profession juridique et des médecins aussi. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a des écarts au niveau du salaire, la progression des postes de décision, etc. Même chose du côté des femmes en sciences et génie, où on est encore seulement à 18 de femmes au sein de l'Ordre des ingénieurs, pas beaucoup de femmes dans les facultés de sciences et génie dans les universités québécoises. Donc, encore là, une problématique sur laquelle on devait se pencher. Et à l'opposé, on a trouvé des milieux où on a constaté une très grande progression de femmes, notamment dans le milieu de l'inspection et des services, des centres de détention, donc les services correctionnels ici au Québec. Et c'est ce cas-là qu'on va rapidement vous présenter tout à l'heure parce que l'objectif de cette recherche-là, surtout, c'était de décoder les bonnes pratiques pour favoriser la rétention et la progression des femmes et voire même la diversité dans les organisations. Donc, vraiment, 2 questions qui nous ont animés. Quelles sont la trajectoire de carrière des femmes? Donc, on a vraiment décortiqué tout le parcours des femmes dans ces organisations-là. On a vraiment travaillé avec des organisations pour réaliser notre programme de recherche. Et puis, on s'est demandé quelles sont les pratiques organisationnelles, comme je le mentionnais tout à l'heure. La collecte de données, donc, comme je le disais, on a commencé en 2015. On a eu un financement pour ce faire. On a ciblé ces secteurs-là d'activité parce que c'était là où il y avait quand même une certaine progression des femmes. Donc, on ne souhaitait pas aller dans des milieux, par exemple, le milieu de la construction au Québec, où on a entre 1 et 3 de femmes sur les chantiers de construction. On se disait, bien, il n'y aura pas tellement de bonnes pratiques, on va avoir des obstacles, mais pas beaucoup de bonnes pratiques. Donc, on a vraiment ciblé des secteurs où il y avait quand même une progression, que ce soit à l'université ou dans le milieu du travail. Et on a vraiment combiné là, 3 théories féministes, institutionnelles et changement, parce qu'on s'est aperçu qu'on a retrouvé des obstacles qui sont documentés depuis 25 ans par le barreau du Québec, par d'autres ordres professionnels, et puis on se rend compte que ça ne change pas. Donc, on s'est dit peut-être qu'il faudrait travailler avec la théorie du changement. Notre collecte de données, rapidement, des groupes dominos, des entrevues. On a rencontré presque 400 personnes au total, donc je n'étais pas seule. On avait vraiment une équipe. Je suis avec ma collègue Anne-Marie Laflamme aujourd'hui, mais on était plusieurs professeurs dans les secteurs que nous avions choisis pour faire la collecte de données. Et comme vous avez vu, on a travaillé beaucoup sur le terrain avec les organisations, beaucoup d'allers-retours. On a rencontré des hommes, des femmes, des gestionnaires et tout ça pour voir. Alors, les organisations étaient presque des co-chercheurs avec nous pour nous faire avancer la réflexion, tant pour nous, les universitaires, que pour les organisations. On a travaillé beaucoup en comparatif aussi. C'est ça qui est intéressant de ce projet de recherche-là, c'est que normalement, on regarde seulement une profession. On étudie la profession des avocates, des médecins, des femmes ingénieurs. Nous, on a regardé plusieurs professions, puis on a mis ça ensemble. Puis je pense que c'est ça la richesse de ce projet de recherche-là. Donc, juste pour vous donner une idée du tableau de première grille qu'on a utilisé, on a vraiment décortiqué le parcours de carrière pour essayer de voir, bien, est-ce que c'est au niveau de la formation, est-ce que c'est au niveau du recrutement qu'il y a des obstacles pour les femmes, est-ce que c'est des premières années du travail où là, il y a des bonnes pratiques qu'on devrait mettre en place. Donc, pour chaque profession,
on a décortiqué le parcours comme ça. Et on a fait une espèce de classement. Là, je passe vraiment très rapidement. C'est pour ça que je vous invite à aller revoir le rapport si vous avez un intérêt à aller avoir plus de détails. Mais on a mis des couleurs vertes, jaunes et rouges. Quand il y avait vraiment un obstacle, on mettait une couleur rouge dans le carreau. Quand c'était jaune, quand c'était comme à surveiller. Puis quand c'était vert, on a mis vraiment, on disait, bon, ben ça va bien, il y a des bonnes pratiques. Alors, voici un peu le classement qu'on a fait. Je pense que j'ai un tableau aussi, c'est pas très gros, mais ça a été très, très parlant pour nos organisations. Pour chaque profession, on voit où ça bloque, parce que bien souvent, les organisations nous disent, on veut travailler là-dessus, mais sur quoi, par où commencer? Qu'est-ce qui est notre enjeu à nous? Donc, vous avez vu, et là, on a la profession d'avocate qui se retrouve en haut avec Anne-Marie, professeure en sciences chez Unis, le monde des finances policières et tout ça. Et vous voyez nos cas en vert par la suite qui sont beaucoup plus intéressants en termes de bonnes pratiques. Donc, je vais laisser la parole à Anne-Marie qui va vous présenter un cas qu'on a fait dans 2 centres de détention au Québec pour vous parler un peu des bonnes pratiques. OK, pour changer. Alors, merci Sophie. Alors, toutes les professions qu'on a étudiées, évidemment, étaient extrêmement intéressantes. On a choisi de vous présenter rapidement les résultats de notre étude sur les agents de services correctionnels. Pourquoi? Parce que c'est particulièrement intéressant. C'est un emploi qui, a priori, semblait plutôt présenter de nombreux obstacles pour la progression et la rétention des femmes, mais au final, ça s'est avéré être pratiquement un exemple de bonne pratique dans une certaine mesure. Alors, voilà pourquoi on vous présente ces résultats ce matin. Alors d'abord, on note une forte progression numérique des femmes dans les services correctionnels. C'est assez impressionnant. En 1992, il y avait 13,3 % des effectifs qui étaient composés de femmes. Il y a eu un programme d'accès à l'égalité dans le cadre de l'ensemble de la fonction publique entre les années 1992 et 1997. Et aujourd'hui, on se retrouve avec les femmes qui composent 40 % des effectifs, près de 48 % dans les plus grands établissements de détention, avec un taux de rétention de 95 %, donc des résultats statistiquement qui sont très positifs. Comme je le mentionnais, pourtant, la littérature tendait à dresser un portrait plutôt sombre de la progression et de la rétention des femmes dans les services correctionnels. Essentiellement, ce qu'on retrouve dans la littérature à partir des années 90, c'est justement qu'on valorisait beaucoup dans les milieux correctionnels la force physique au détriment de la relation d'aide. Et il y avait aussi beaucoup de stress. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les difficultés liées au stress dans les services correctionnels. Évidemment, c'est un milieu extrêmement difficile. Mais on va voir que malgré ces a priori négatifs, les choses ont beaucoup changé. Alors, notre question de recherche était comment expliquer la progression et la rétention des agents de services correctionnels et quel était l'impact au plan organisationnel. Parce que, comme l'a mentionné Sophie, notre recherche s'intéressait particulièrement aux facteurs liés à l'organisation du travail et non pas au parcours individuel des agentes. Alors, on a mené une étude dans le secteur des services correctionnels, 14 entretiens, 10 groupes nominaux, 4 entrevues individuelles, 43 participants. On a rencontré des hommes et des femmes et essentiellement, c'était dans 2 grands centres de détention à Québec et à Montréal. Notre cas d'analyse, je ne m'étends pas là-dessus, on a regardé essentiellement, dans le cas des agents de services correctionnels, le régulateur, le cadre normatif et le volet culturel et cognitif. Et je vais vous exposer un petit peu pour ces 3 volets-là, quels sont les constats que l'on a faits. Alors, au niveau de la carrière, mais d'abord, on a un régulateur qui s'est avéré très positif. Le programme d'accès à l'égalité de la fonction publique pour les femmes a eu des résultats très satisfaisants. Donc, ça a été un élément important. Au niveau du recrutement et de la gestion des ressources humaines, on s'aperçoit que cette gestion-là a été adaptée en cours de route, ce qui a été un élément très facilitant pour le recrutement et la rétention des femmes. Alors, au niveau du recrutement, on a ouvert ce type de poste-là à une variété de diplômes techniques et universitaires. Donc, ça a permis, par exemple, les gens qui travaillaient dans le communautaire, dans le travail social, ça a permis de la criminologie, etc. Ça a permis de recruter dans un beaucoup plus vaste bassin, et ceci par concours public. Alors, évidemment, moins de place à l'arbitraire, mais place vraiment à la compétence, ce qui a favorisé les femmes et également, par voie de conséquence aussi, la diversité culturelle. Alors, au niveau des conditions de travail, une rémunération selon l'échelle gouvernementale, des avantages sociaux qui sont très intéressants,
une mobilité, contrairement à d'autres secteurs, comme par exemple les policiers, où il n'y a pas beaucoup de mobilité. Dans le cas des agents de services correctionnels, c'est possible. Des horaires de travail stables. Après environ 2 ans, il y a des horaires qui ne sont plus variables. Un congé parental qui est assumé clairement, ça fait partie de la mentalité. On accepte, il n'y a pas de... Parfait. On accepte le congé parental. Ce n'est pas un privilège qui est accordé, mais c'est un droit. Un programme d'aide aux employés, un programme de soutien et au niveau des postes de décision, bien, même chose, hein, des postes qui sont octroyés par concours. Évidemment, les femmes performent bien dans les concours, mais ça évite aussi de perpétuer les stéréotypes. Souvent, avec les décisions un peu plus arbitraires, on perpétue les mêmes modèles. Alors ça a permis d'ouvrir les postes de gestion à plusieurs femmes et le mentorat, qui aussi, évidemment, est un facteur positif. Alors, toujours au niveau du volet normatif, les méthodes de travail ont changé, ont évolué et ceci a vraiment permis une meilleure intégration des femmes. Alors, au niveau des techniques d'intervention, on ne valorise plus, évidemment, l'utilisation de la force physique. Alors, c'est un mythe de croire que la force physique est indispensable pour travailler comme agent de service correctionnel. Maintenant, on a des techniques d'intervention, on a des outils comme le poivre de Cayenne, les bombes lacrymogènes, et évidemment, on ne valorise plus les interventions physiques, on essaie de trouver d'autres solutions. On valorise aussi également davantage la relation d'aide que la coercition. Les tâches sont identiques pour les hommes et les femmes, et ça, c'est très important pour l'atteinte de l'égalité. Alors, la seule exception, c'est dans le cas des fouilles à nu. Hein, nos établissements de détention sont presque exclusivement des détenus masculins. Il y a seulement une prison pour femmes au Québec. Donc, évidemment, les fouilles à nu ne peuvent pas être effectuées par des femmes, et ça, c'est un problème auquel il serait bien de s'attaquer, mais compte tenu du manque de ressources financières, c'est difficile. Sauf que pour le reste, les tâches sont les mêmes. Je passe tout de suite au travail en équipe mixte pour dire qu'il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes dans les équipes et les équipes sont faites en fonction de l'ancienneté et non pas en fonction du genre. Évidemment, les droits des détenus, le fait que les détenus sont de plus en plus au courant de la protection de leurs droits, bien, ça fait en sorte que, encore une fois, on valorise davantage la relation d'aide que l'intervention physique et une gestion des situations difficiles qui est prise en charge par le milieu. Ceci a vraiment entraîné au niveau du troisième de nos critères, de nos volets qu'on a regardé tout à l'heure, un changement important de la culture organisationnelle. Alors, les gestionnaires sont sensibilisés à l'importance d'un langage et de comportements convenables. Donc, même s'il y a un langage cru qui était utilisé dans ce milieu-là, on est sensibilisé au fait que ce n'est pas une obligation, ça peut changer. À titre d'exemple aussi, les gestionnaires n'autorisent plus, dans plusieurs cas, que les revues pornographiques soient transmises aux détenus. On a vraiment essayé de changer la culture. On intègre davantage les familles sur les lieux de travail par certaines activités. Les agents masculins n'interviennent pas pour surprotéger les agents féminins lorsqu'elles sont victimes de violences psychologiques par les détenus, parce qu'on veut montrer que les femmes sont tout aussi capables de se défendre que les hommes. Et dans ce sens-là, évidemment, il y a un support et un partage entre collègues qui est extrêmement bénéfique. L'interprétation que l'on doit retenir de ces résultats-là, bien, il y a une contribution réelle des femmes. Elles ne sont pas des tokens. Et ça a été reconnu par tous les gens qu'on a rencontrés. La présence plus importante des femmes dans les prisons a apporté beaucoup d'humanité. Et elles sont vues vraiment comme des égales maintenant et non plus comme des personnes qui n'ont pas toutes les compétences requises pour exercer le poste. Ça a entraîné des transformations et des changements dans tous les piliers de l'organisation. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, au niveau du recrutement, au niveau de la gestion des ressources humaines, au niveau du travail, ça a entraîné des changements importants. Et l'impact de la mixité au travail dans les milieux traditionnellement masculins est vraiment démontré dans ce cas ici, alors qu'on avait des a priori négatifs et qu'on s'aperçoit qu'on a des résultats qui sont plutôt positifs. Est-ce que ça veut dire que tout est parfait? Bien sûr que non. Il y a des enjeux qui persistent. Comme je l'ai mentionné, les fouilles à nu, le fait que la progression des femmes soit peu documentée. Évidemment, on se plaint, et ça, c'est un peu du côté autant des hommes que des femmes, d'un manque de formation continue au niveau des techniques d'intervention, d'une aide psychologique qui devrait être plus fréquente, plus soutenue, d'une prévention qui devrait être accrue des situations de harcèlement. Des évaluations de rendement qui devraient aussi être plus fréquentes et plus objectives. Et il y a certaines
stéréotypes qui persistent dans le discours en ce qui concerne la force physique, mais quand on questionne plus en profondeur, on a beaucoup de difficultés à nous fournir des exemples où les femmes n'ont pas pu participer, par exemple, à une intervention par manque de force physique. Alors, évidemment, certains disent, on l'a lu même dans les journaux, il y a trop de femmes dans les prisons. Alors ça aussi, c'est des stéréotypes qui persistent, mais en réalité, quand on fouille un petit peu plus loin, on s'aperçoit que non, c'est pas le cas et que les femmes peuvent faire toutes les mêmes tâches que les hommes, à l'exception des fouilles à nu, sans aucun problème. Donc, je termine en vous parlant, mais Sophie en a parlé tout à l'heure pour dire que nos résultats ont été diffusés par l'objet d'un rapport final hier, qu'il y a des publications qui s'en viennent dans un collectif, qu'il y a des articles scientifiques en présentation et qu'on a l'intention de poursuivre nos recherches et de l'étendre à d'autres professions. On a notamment fait une demande de subvention d'équipe en émergence au FRQSC. Alors, merci beaucoup. Je termine là-dessus.